Bonjour et bienvenue dans la nouvelle vidéo de la chaîne du circuit-officiel.be. Aujourd'hui, bien pas de thème particulier, mais disons qu'on va présenter les choses sous la forme d'une série d'anecdotes pour répondre à une question traditionnelle qui me vient de journalistes que je rencontre fréquemment. Et leur question, c'est comment en êtes-vous venu à vous intéresser d'aussi près et depuis aussi longtemps aux phénomènes inexpliqués, surnaturels, paranormaux, etc. Alors ça va nous amener à une espèce de petite autobiographie que je vais essayer d'éviter parce que ma petite personne importe peu. Ce qui vous intéresse, ce sont les anecdotes en question, aussi savoureuses que possible bien entendu, et qui vont me permettre de dégager des points importants et intéressants pour les enquêteurs en herbe ou chevronnés, même pourquoi pas. Alors aujourd'hui, ne vous étonnez de rien parce que tout est bizarre depuis ce matin, tout tourne de travers, il y a de l'orage pour le moment, donc ne vous étonnez pas si bon, il y a des baisses de courant, des paires de paramètres et tout ça. J'ai quelques fantômes dans les placards, il y a des gens qui travaillent dans l'habitacle et qui traversent, vous ne les voyez pas, mais moi je les vois en bleu de travail, déguisés en Mario, avec une cigarette derrière l'oreille, un tournevis derrière l'autre et un bic de la troisième. Tout ça est normal, tout ça est tout à fait normal, même si par exemple je disparais, par exemple comme ça. Voilà, ça n'a rien de bizarre, c'est tout simplement comme ça. Bon, donc, dès le départ, vous voilà averti. On va en venir tout de suite aux anecdotes qui vont vous expliquer tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Et vous allez remarquer, je suppose, enfin, je l'espère en tout cas, que ce sera particulièrement intéressant. Mon intérêt pour les choses de l'étrange remonte à il y a une quarantaine d'années dans le cadre du CERPI que j'ai fondé avec un camarade de classe, comme vous le savez, mais en réalité, ça remonte à bien plus loin que cela, ça remonte à ma plus tendre enfance. Oui, bon, ça c'est peut-être un peu beaucoup dire quand même. Moi je situerais ça plutôt vers les 5-6 ans. On peut arrêter ça si ça ne vous dérange pas. Merci. À cette époque, l'une des occupations nocturnes privilégiées, parce qu'on ne savait pas beaucoup faire autrement d'ailleurs, c'était de se rassembler tout le monde au coin du feu, un vieux poêle de louvain souvent, et de raconter des histoires. Alors moi, petit enfant, j'adorais tout particulièrement ces histoires que racontaient mes parents, parce que cela relevait en fait de leur vécu, de leur expérience authentique, et notamment celle qu'ils avaient vécue donc pendant la guerre 40-45, alors qu'ils ont connu les bombardements, la présence des Allemands chez eux, mais aussi des combats sanglants. Je me souviens par exemple que ma mère m'a une fois raconté que pour rentrer de je ne sais où, elle avait été obligée d'enjamber des cadavres d'Allemands pour rentrer chez elle. Ce sont des souvenirs atroces, bien entendu. Mais pour un petit gosse qui, par définition, quelque part, ne rêve que de plaies et de bosses, eh bien, c'est absolument captivant. Ok, vous avez parfaitement raison, il faudra absolument que je m'y habitue, c'est vrai. Alors, donc, ces récits de guerre ont eu sur moi deux incidences. La première, c'est en fait que je me suis passionné pour cette guerre sous différentes formes, c'est-à-dire par exemple sous la forme de modèles réduits, comme ceux que vous voyez à l'écran ici, qui sont surtout des chars, pour la bonne et simple raison que mon père était lui-même dans les patrouilles lors de son service militaire. Vous voyez ici une collection de véhicules militaires d'une manière générale, pas seulement des chars. Ils sont également de toute nationalité, aussi bien américaines que allemands ou russes. Vous voyez ici le célèbre semi-chenillé Moultier. Ici un lance-missile, la célèbre Jeep, mais dans sa version SAS. Elle est plus connue sous sa forme traditionnelle, comme vous la voyez ici, avec sa remorque Bentham. On la voit souvent dans des défilés militaires, par exemple. Ici, il s'agit d'un véhicule amphibie, un Schwimmwagen, si je parviens à le prononcer. Nous avons également, bien c'est le même véhicule en fait, mais vu sous un autre angle. Alors, nous allons voir dans quelques instants, eh bien, des modèles plus anciens, donc un Panhard ici, donc modèle français. Si je me trompe, le Puma qui s'est distingué lors de la bataille de Normandie. Et voici la fameuse Katyusha, lanceuse de missiles, ou si vous voulez, les orgues de Staline. Très connu également. On voit donc ici par exemple un véhicule italien,
un autre militaire, c'est la fameuse roulotte, et ça ici, bien évidemment, ça ce sera plutôt pour le fun, pour rigoler un petit peu une ambulance. Quant à ce que vous voyez ici maintenant, c'est une médaille de la marche du souvenir et de l'amitié, qui s'étend sur 125 km et qui est organisée par les chasseurs ardennais. Mais il n'y a pas que des véhicules dans la collection, il y a également des livres, vous en remarquez ici quelques-uns, notamment sur des personnalités de la Deuxième Guerre mondiale, Goebbels, on a vu Albert Speer, bien sûr Hitler qui est hélas inévitable, mais là aussi on respecte les nationalités avec Patton pour les Américains, Yukov pour les Russes, et on trouve également toute une quantité de livres sur le débarquement en Normandie, mais également le débarquement en Provence, qui est moins connu, et question patriotique, eh bien, un ouvrage sur les Belges du débarquement. Et puis, on en vient, bien entendu, par exemple, à ce titre, Les magiciens fous de Hitler, ou encore Les armes secrètes du Troisième Reich. Ça va avoir son importance dans quelques instants. Côté ésotérique, donc, de la guerre qui a été très prononcée en ce qui concerne celle de 40-45, notamment au niveau de ce que l'on a appelé les Wunderwaffen, c'est-à-dire les armes secrètes, les armes miracles, supposées pouvoir donc sauver l'Allemagne nazie de l'invasion, si on peut dire, des Alliés. Alors parmi ces armes, il n'y avait pas que les V1 et les V2, qui étaient donc, si on veut, un petit peu les ancêtres des fusées actuelles, mais il y avait aussi, apparemment, à ce que l'on dit, à ce que l'on suppose, au moins des prototypes d'armes beaucoup plus évoluées, qui ressemblaient à des soucoupes volantes, qui auraient été capables donc de développer des performances absolument surprenantes et éventuellement même de naviguer jusque dans l'espace. Là, ce qui est assez bizarroïde à signaler, en tout cas, disons, c'est que vers la fin de la guerre, l'opération Paperclip a permis de rapatrier en Amérique, mais pas seulement aux États-Unis, également en France et en Russie, bien entendu, des personnalités, des savants allemands tels que von Braun, lequel a permis un développement considérable dans la conquête de l'espace et notamment de la Lune. Mais évidemment, tout l'art consiste dans cette affaire à démêler le vrai du faux. Alors, en dehors de ça, j'en reviens à ce que je disais précédemment, donc à propos des narrations de mes parents. Ils parlaient bien entendu donc de cette fameuse guerre, mais il y avait un deuxième sujet de prédilection, et celui-là, il allait tomber tout particulièrement dans mon oreille, puisqu'ils allaient parler de fantômes, de vampires, de monstres, et d'autres entités absolument terrifiantes. Et bon, évidemment, là, j'en redemandais, parce que bon, c'était également captivant, mais il y avait aussi une dichotomie entre d'un côté une mère qui était un petit peu terrifiée par ce genre d'histoire, qui donc y croyait plus ou moins, et de l'autre côté un père qui était très sceptique et sur lequel j'ai calqué mon modèle d'adolescent. Je suis resté sceptique dans l'âme, sceptique, j'ai pas dit zététicien. J'ai toujours voulu essayer de comprendre, de savoir le pourquoi des choses, le comment est-ce que l'on pouvait démystifier des choses, ou bien au contraire démontrer qu'elles existent, parce que parfois, bon, il faut se rendre à l'évidence. Bon, alors je vois qu'on en est à peu près à 10 minutes de vidéo déjà. On risque de dépasser un petit peu le format imparti, mais bon, je vais me dépêcher. Il faut quand même que je vous signale une petite explication en ce qui concerne cette expression très connue, donc les histoires de bonnes femmes. D'où vient cette expression? Eh bien, probablement, en partie du moins, de l'époque dont je vous parle. À cette époque, effectivement, le contexte, la façon de vivre, etc., permettait de faire en sorte que seul monsieur aille travailler à l'extérieur, tandis que madame restait à domicile, s'occupait du ménage, des enfants, des devoirs, etc. Et donc, pendant toute la journée, il pouvait se passer des tas de choses, des situations énigmatiques, le passage d'un fantôme ou que sais-je. Et quand monsieur rentrait, évidemment, la situation s'étant terminée, il n'y avait plus rien à voir. Madame avait beau raconter son histoire, monsieur ne la croyait pas, comme on peut l'imaginer. Ces histoires se sont propagées, se sont rencontrées dans différents foyers, et ce serait, je mets ça au conditionnel, l'une des raisons pour laquelle on parlerait donc d'histoire de bonnes femmes. On va en rester là pour le moment sur ces considérations, mais non sans vous avoir parlé de la raison, la troisième raison primordiale pour laquelle donc je me suis particulièrement intéressé au paranormal, au surnaturel, disons à l'inexpliqué de manière générale. C'est tout simplement que, un petit peu comme Obélix avec sa potion magique, je suis tombé dedans en étant tout petit. C'est vrai que
tout jeune, très tôt, j'ai moi-même fait l'objet d'expériences absolument parfois hallucinantes, incroyables, extraordinaires, invraisemblables, disons tout simplement, et je vais vous les présenter sous forme d'anecdotes dans les vidéos suivantes. Vous allez voir, ça va être ébouriffant et on va accompagner ça d'une bonne dose d'humour. Vous allez voir qu'on en aura bien besoin. En attendant, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Salut!